Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, non, la tribune des décideurs, pardon, je me mélange les pinceaux entre nos émissions, chaque lundi, 12h30, en compagnie bien sûr de la tribune. Robert Jules, bonjour. Bonjour Thomas. Patron de la tribune.fr. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir un grand entrepreneur qui s'appelle Pierre Kosciusko-Morizet, qu'on ne présente presque plus. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Bienvenue. Pierre Kosciusko-Morizet à l'origine donc de cette belle aventure de Price Minister, racheté depuis par un groupe japonais à Rakuten, qui a des ambitions, on va le voir, très importantes dans le domaine du numérique. On va essayer, Pierre, si vous le voulez bien, de comprendre un peu ce que veut faire Rakuten de façon un peu plus précise, vous, ce que vous avez aussi comme projet à titre personnel. Mais on commence toujours cette émission par une petite séquence décryptage de l'actualité. On aime bien avoir le point de vue des décideurs sur ce qui se passe d'un point de vue conjoncturel en France. Qu'est-ce qui vous frappe en ce moment, au début mars, dans cette actualité économique hexagonale? Je trouve qu'on est dans un... Mais je trouve depuis un moment qu'on est dans un entre-deux. On a l'impression que l'Europe va un peu mieux et on n'arrive pas à savoir si la France va un peu moins mal parce qu'elle suit l'Europe, ou si, comme elle ne suit pas complètement l'Europe, elle va se décrocher. Donc moi, je suis dans cet entre-deux-là et je trouve ça assez inquiétant en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'en effet on choisisse? Parce que dans le discours, on a l'impression qu'on a choisi. On a le discours du président de la République qui dit voilà, on va faire plutôt de la social-démocratie, on va remettre l'offre en avant, on va favoriser les entreprises. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, moi j'ai des signaux très contrastés. Par exemple, des sites d'emploi qui disent que l'emploi est plutôt en train de repartir, les demandes d'emploi, donc ça c'est plutôt positif. Et puis à côté, des gens dans la distribution physique qui disent que début 2014 est très mauvais. Et nous, Rakuten Price Minister, on fait un très bon début d'année. Est-ce que c'est un bon signe que Price Minister fasse un bon début d'année? Parce qu'on sait que vous jouez un peu sur l'ambivalence, on surfe sur la crise, c'est-à-dire que les gens aiment bien revendre des produits. On est globalement un mauvais indicateur des tendances économiques parce qu'on est parfois à l'opposé, mais pas tout le temps. Donc moi je pense que quand il y a un petit ralentissement, c'est plutôt bon pour nous. Bon, puis quand ça ralentit vraiment trop pour tout le monde. Là, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que c'est un début d'année, je trouve, qui n'est pas facile à lire. Alors qu'à l'étranger, ça va plutôt bien. Ouais. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Est-ce que ça n'est pas du fait qu'il y a en fait plusieurs France et que selon la France que l'on observe, on a une perception différente? Oui. Alors, moi, c'est un peu plus vaste, mais c'est vrai qu'on a là aussi, maintenant je m'occupe de l'Europe chez Rakuten, donc je suis pas mal à l'étranger, il y a une perception de la France qui est très étonnante et qui finalement, qui est ambivalente et qui est probablement assez vrai. Un côté où on dit la France qui attire, le fait de vouloir les gens qui veulent venir vivre à Paris, l'image de la France qui est bonne, et puis de l'autre côté, l'image de la France qui, les 75%, etc., qui fait peur pas mal à l'étranger. Et moi, je ressens ça en France aussi, où on parle des jeunes en disant ils ne veulent pas travailler, ils veulent tous être fonctionnaires, etc. Et en même temps, ceux que je vois, donc plutôt des créateurs d'entreprises, évidemment, j'ai un prisme très particulier. J'en ai jamais vu autant. Chez Isaïe, le fonds que j'ai cofondé, on a reçu 1500 dossiers en 2013, donc c'est énorme. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, beaucoup de gens qui veulent se donner à fond dans leur boulot. Enfin, disons, plus qu'avant, mais c'est vraiment quand même qu'une petite partie de la France. Donc ça ne donne pas une impression de grande homogénéité, quoi. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et vous allez souvent au Japon pour le job. J'imagine que c'est aussi intéressant de voir ce pays qui a été pendant 20 ans dans une phase déflationniste, dans une phase de ralentissement avec une croissance quasiment nulle, qui a un peu rebondi là, ces derniers temps. C'est passionnant le Japon. Alors il y a une chose qu'on n'a pas forcément en tête en France, mais qu'on a en tête quand on va beaucoup au Japon, c'est que demain, en fait, sont les 2 ans de l'anniversaire du tsunami, demain le 11 mars. Et donc, on oublie parfois qu'il y a eu cette catastrophe, mais c'est vrai que voilà, une économie, ça peut repartir aussi bien après une catastrophe. Donc il y a eu AB. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans déjà? Oui, vous voyez, le temps passe vite. Oui, c'est vrai en plus. Oui, pardon, 3 ans. Ouais. Et donc il y a eu AB et il y avait eu ça avant. Et à un moment,
voilà, ça a fait un électrochoc. Un sursaut. Moi, en tout cas, en allant au Japon, j'ai senti ça comme ça. Mais bon, AB, c'est bien. En même temps, on est encore dans la phase où il y a l'électrochoc, donc il y a un enthousiasme, les gens ont envie que ça bouge, mais le Japon n'est pas du tout réformé encore. L'économie, c'est dans la tête des gens. L'économie, c'est pas encore relevé. Et c'est quand même un pays qui vieillit beaucoup, sans immigration, etc. TED, alors c'est une question, on donne la parole aux internautes, une question de TED. Laurent Fabius a remis la Légion d'honneur au PDG de Rakuten. Aujourd'hui, on est obligé de remercier ainsi ceux qui font une faveur à la France en investissant dans l'Hexagone. Comment est-ce que vous prenez cette question? Bon, enfin, je la comprends. Après, honnêtement, s'il suffisait de donner des médailles aux gens pour qu'ils investissent en France, on en donnerait partout et puis on serait un super pays d'investisseurs. On n'aurait pas moins 77% d'investisseurs en France. Donc, non, bon, enfin, l'idée de le décorer, moi, je trouve qu'elle est bonne. Je pense qu'effectivement, il apporte beaucoup à la France en choisissant de racheter Price Minister parce que déjà, c'est 200 millions d'euros l'essentiel de nos actionnaires étant français, c'est 200 millions d'euros qui sont allés en France et qui ont été réinvestis dans l'économie française. En tout cas, ce que j'ai gagné, moi, j'ai tout réinvesti en France. Donc voilà, donc ça c'est positif. Ça fait des emplois en France. On a racheté derrière 2 autres boîtes en France. On vient de créer le RIT, donc le Rakuten Institute of Technology, donc le pôle européen du RIT. Oui, au MIT. Voilà, ouais. Les Japonais sont sensibles au côté un peu à l'Amérique qui brille, donc on a voulu donner ce côté-là. Donc on a un pôle R&D au Japon et un pôle aux États-Unis. Il en fallait en Europe et c'est bien que ce soit Paris. Donc tout ça mériterait bien une Légion d'honneur, mais pour être clair, à aucun moment il a fait ça pour ça évidemment. Moi je pense que c'est bien qu'on se rende compte que un étranger qui investit en France, c'est positif pour la France. Je me rappelle à l'époque où j'ai vendu Price en 2010, où c'était une minorité, mais quelques personnes disaient « Oh là là, on vend à un étranger, etc. » Mais c'est de l'argent étranger qui vient s'investir chez nous, c'est bien. Donc, et on a besoin de ça pour dynamiser l'économie française. Alors parlons un peu plus de Rakuten pour essayer de mieux comprendre en effet la stratégie. On compare beaucoup cette entreprise japonaise à Amazon. Est-ce que c'est une comparaison qui est juste ? Alors nous, on se compare à Amazon parce qu'on se considère comme leur concurrent principal. Et je pense que progressivement, ils nous considèrent comme tel aussi. C'est 10 fois plus petit à peu près en termes de valorisation. Hein. Oui, exactement. Un peu moins de 10 fois plus petit. Sachant qu'en fait, on est beaucoup plus gros qu'au Japon. Au Japon, on a 35% de part de marché, ils ont 12-13%. Et en revanche, ils sont beaucoup plus gros ailleurs, notamment aux États-Unis où on est petit. C'est quand même 2 groupes très différents. Amazon, c'est quand même encore très essentiellement du e-commerce, même s'ils font du cloud et d'autres choses. Rakuten, l'e-commerce, c'est probablement un tiers de ce qu'on fait. On est leader de la carte de crédit en ligne au Japon, de la banque en ligne, du voyage en ligne. On est leader des systèmes de paiement NFC, paiement sans contact. Donc c'est très particulier. C'est un groupe très diversifié, donc assez hétérogène. On dit en japonais cette vision du conglomérat qui mêle plusieurs industries. Alors il y a de ça, avec des synergies de savoir-faire qui sont très fortes, mais pas seulement de savoir-faire, puisqu'on unifie tout ça avec un système de super points, de fidélité client, qui marche vraiment. D'ailleurs, c'est intéressant quand on est au Japon, on rencontre quelqu'un, on dit qu'on bosse chez Rakuten, et les gens en général disent « Ah, je suis membre ». Ils disent jamais « Je suis client ». Ils disent jamais « Ah, le site de e-commerce ». Ils disent « Je suis membre ». Et en général, ils ont leur carte. Comme une communauté, quoi. Ouais, et puis c'est une carte de paiement qui leur permet de payer en ligne, mais pas seulement. Et beaucoup de gens font toutes leurs courses, tous leurs achats chez Rakuten. C'est vraiment très… On n'a pas d'équivalent en Europe. Hein. D'autant plus qu'ils ont les services financiers. Ouais. Ils partent en voyage avec, ils font tout. L'alimentaire, on est très bon en alimentaire au Japon, donc on fait vraiment toutes ces courses là-bas. Parce que vous êtes aussi le patron de Rakuten en Europe, le directeur général de Rakuten Europe. Est-ce que ça, c'est la stratégie que vous voulez mettre en place, cette carte ce membership, cette carte de membre, est-ce que c'est duplicable ou est-ce que les Japonais finalement ont une culture peut-être un peu différente là-dessus ? Alors chaque pays est un peu différent là-dessus. Et la France n'est pas le pays le plus en avance sur ces pratiques-là. Ça dépend essentiellement, c'est une question de masse critique. Rakuten est tellement gros au Japon, la place de marché est tellement grosse que c'est une locomotive pour distribuer des points et pour les rendre liquides et donc attractifs pour les clients, quoi. En France, on commence à arriver dans cette phase-là. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a lancé nos systèmes de points. Ils commencent à arriver un peu à avoir cette masse critique, mais ça prend du temps. Pour moi, c'est essentiellement ça la différence. Je pense qu'à terme,
les gens sont contents d'avoir des points quand mais il faut qu'un site soit une part importante, enfin suffisamment importante de leurs dépenses pour qu'ils soient prêts finalement à tout mettre là et à ce que les points valent vraiment quelque chose pour eux. Est-ce que Rakuten demain pourrait proposer des services financiers en France ou en Europe? Oui, on regarde, ouais, clairement. Parce que là, il y a quand même une forte concurrence aussi sur les modes de paiement. Clairement, mais en fait, à terme, le groupe Rakuten, c'est vraiment 3 pôles. C'est l'e-commerce, c'est la partie ensuite contenus digitaux, donc avec les e-books, avec la vidéo en ligne par exemple. Et puis c'est la partie services financiers, écosystème. Et donc on va aller vers les services financiers. Ouais. Une question d'un internaute. Bonjour, la déferlante Boncoin a-t-elle influencé votre stratégie en ligne? Et selon vous, à 10 ans, quel est l'avenir de l'achat-vente en ligne dans sa conception actuelle? Alors ça a une influence effectivement, en essayant d'être assez synthétique. Price Minister, au départ, on est le spécialiste du C2C, donc les vendeurs particuliers qui vendent à d'autres particuliers à distance. On va de plus en plus vers le B2B2C à distance. Donc quand on a rejoint le groupe Rakuten il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, on était 2 tiers C2C, donc vendeurs particuliers, 1 tiers B2B2C. Maintenant, on est 75% B2B2C. Donc 3/4 des ventes qui sont faites chez nous sont faites par des sociétés. Et toujours à distance. Le Boncoin, c'est essentiellement du local. Et donc, ce n'était pas notre marché. On faisait 1% de notre chiffre sur le local. En revanche, s'ils n'avaient pas été là, on y serait probablement allé en plus, en addition. Donc, c'est plutôt un manque à gagner qu'une attaque c'est complémentaire, en fait, vous vivez ça comme ça? Oui, clairement, ouais. En revanche, là, ils ont fait très mal à eBay, puisqu'eBay était à la fois local et à distance. En fait, on a fait très mal à eBay sur la distance et le Boncoin a fait très mal sur le local. C'est pour ça qu'eBay a un peu souffert. Et le Boncoin a aussi fait mal à des verticaux locaux B2B2C, des spécialistes sur des verticaux comme Se Loger sur l'immobilier, La Centrale sur l'automobile, etc. Mais vous ne le voyez pas comme une menace à terme pour vous? Non, d'autant qu'on est de plus en plus vers le B2B2C. Et le B2B2C à distance, c'est vraiment de l'e-commerce. Là, où le Boncoin est vraiment de la petite annonce. Pour moi, c'est très différent. Alors, vous le dites, hein, on se renforce sur 3 métiers, notamment les contenus digitaux. Vous avez une plateforme de lecture en ligne canadienne qui a été rachetée, Kobo, Viki, Voiki, ça c'est plus dans l'univers audiovisuel. Vous avez en effet racheté Viber, ça a été un peu occulté par le rachat de WhatsApp, mais c'était la même logique, une messagerie. Pourquoi aller vers les contenus digitaux? Moi, il y a une idée à laquelle je crois beaucoup dans l'e-commerce, c'est qu'à un moment, tout ce qu'on ne vend pas nous-mêmes, on pousse les clients à aller l'acheter chez nos concurrents. Et donc c'est pour ça que pour Price Minister, on avait démarré par les médias, donc livres, CD, jeux vidéo, DVD. En plus du fait qu'évidemment, ils allaient se numériser, il fallait passer à autre chose. Très vite, on a voulu tout vendre. C'est pareil pour les contenus digitaux. Si on ne vend pas de l'e-book, on pousse nos clients à aller les acheter ailleurs. Sur des sites qui vendent aussi d'autres choses, etc. Est-ce que c'est pas ça aussi, justement, c'est pour occuper le territoire, c'est-à-dire un peu la stratégie qu'on voit avec Amazon, en se disant, voilà, si je fais de l'épicerie quotidienne, ils se sont lancés dans l'épicerie fraîche, je crois, c'est pour avoir un point de contact permanent avec le client, et quand on pense à acheter une télé, on ne soit pas ailleurs. Clairement. Et le reproche aussi que ça élimine tout un tas de sociétés qui vivaient sur ces segments, qui étaient beaucoup plus petites. Oui, alors pour répondre aux 2 questions, l'aspect fréquence, c'est clairement le cas. Et d'ailleurs, on est très fort en livres, et ça a été une des forces de Price Minister, parce que les livres, c'est pas cher, on en achète régulièrement. Et donc, quand on va vers l'e-book, c'est pour ça aussi, ça c'est sûr. Pareil sur la VOD, on regarde des films régulièrement, c'est vraiment nécessaire. Plus souvent, en fait. Ouais. C'est une espèce de marketing, en fait, de budget marketing presque. Oui, d'autant qu'on est sur ces métiers-là, on est souvent dans des logiques d'investissement encore, donc de prise de part de marché. Donc oui, c'est du marketing, et puis à terme, c'est quand même très rentable. Quand on est distributeur de contenus digitaux, que ce soit du bouquin ou des films, on peut gagner beaucoup d'argent, mais ça va prendre du temps. Et sur votre question sur les petits acteurs qu'on va bousculer, c'est clair, mais l'e-commerce et l'Internet en général, pour moi, il y a un peu deux voies, il y a un peu 2 options. Soit on devient un gros multispécialiste global, et on parle de boîtes qui valent quelques dizaines de milliards ou centaines de milliards de dollars, et ça devient des très gros trucs. Soit il faut être sur une niche qui est suffisamment petite ou protégée pour ne pas intéresser les gros. Et il y en a de moins en moins des niches comme ça.
parce que les gros, ils vont chercher la croissance là où elle est. Donc, notamment dans l'e-commerce, pour moi, c'est difficile d'être un acteur national. Je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rejoint le groupe Rakuten, parce qu'on pensait qu'il fallait être un acteur mondial. Et on a discuté avec des acteurs qui n'étaient pas mondiaux, et on trouvait que on n'a pas voulu, clairement, pour être clair, on n'a pas voulu ni fusionner ni se vendre à eux, parce que on pense que ça a besoin d'être mondial. Et on n'aurait pas pu avoir un acteur mondial européen. Il y en a encore qui sont dans la course, ou c'est vraiment Japon, États-Unis le match? Il y a Chine, Zalando par exemple, mais qui est sur un vertical qui est essentiellement la fringue. En fait, l'e-commerce, il faut tellement investir qu'à un moment, et les enjeux sont tellement importants qu'il faut avoir, à mon avis, une source de profit protégée qui permette d'inonder le reste. Pour Rakuten, c'est le Japon, pour Amazon, c'est les US, c'est très clair. Une société qui n'a pas ça, c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à perdre de l'argent 10 ans dans un nouveau pays comme ça. Et donc, en fait, il ne faut pas leur laisser le choix. Il faut avoir tellement d'argent d'un côté, gagner tellement d'argent d'un côté, que ça masque les pertes, l'investissement à côté, et ça s'équilibre. C'est ce que fait Amazon. Ce n'est pas ce que fait Rakuten, qui est très rentable et qui progresse chaque année en rentabilité. Y compris en France maintenant, en France, on est rentable. Grosse rentabilité. Ouais. Non, alors on est juste. En fait, l'idée, c'est de réinvestir tout ce qu'on gagne en croissance. Là, je parlais plutôt côté Japon. Au Japon, on gagne tellement d'argent qu'on arrive à financer l'international tout en augmentant la rentabilité au global du groupe. Voilà, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire autant d'acquisitions et investir autant. Alors une précision, parce qu'on nous demande c'est quoi le B2B2C, business to consumer, c'est-à-dire qu'en gros vous mettez à disposition des outils pour d'autres commerçants. Oui, en fait il y a 3 lettres. B2C, c'est une société qui vend à un particulier, et quand on met 3 lettres, c'est que nous on est la lettre du milieu, on est l'intermédiaire. Donc le premier B, c'est la société business qui vend par notre intermédiaire, donc le second B au client final, customer. Voilà. Et C2C, ça pourrait être C2B2C d'ailleurs en fait, c'est le particulier qui vend à un autre particulier. Alors, voilà une précision importante parce que c'est vrai que parfois ça tourne au jargon. Un internaute demande les médias sociaux et Snapchat, quel impact pour le e-commerce? Quelle est la stratégie de Rakuten? Bon, Snapchat, c'est un usage particulier. Je ne pense pas que ce soit le cœur du truc, mais les réseaux en général. L'achat de Viber, donc Viber, on a acheté donc 900 millions de dollars il y a quelques semaines maintenant, sachant que c'est spécialisé essentiellement dans la voix. Ça fait aussi beaucoup de SMS, etc., de messagerie, mais c'est plutôt de la voix au départ. C'est 2 choses. C'est l'idée que ça va être un outil qui va permettre de fluidifier l'e-commerce et donc de permettre plus facilement aux acheteurs et aux marchands de se parler. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, c'est l'idée qu'en fait, comme l'e-commerce est de plus en plus du m-commerce, donc commerce sur mobile, il faut qu'on soit fort dans le mobile avec une application qui fait que les gens reviennent souvent nous voir. Et ça rejoint l'idée de tout à l'heure de vendre des bouquins et comme ça les gens viennent souvent acheter des choses chez nous. Avoir une messagerie puissante, c'est toucher beaucoup de gens régulièrement. D'ailleurs, Elliot demande comment est-ce qu'un service comme Viber peut se monétiser. Est-ce qu'il se monétise en soi ou est-ce que c'est justement la raison de sa vente, c'est qu'il y a besoin d'autres métiers? Alors, il se monétise aujourd'hui de la façon suivante. Donc, comme je disais, c'est essentiellement de la voix. Quand on fait du Viber out, donc quand on appelle quelqu'un sur son téléphone, mais sans qu'il ait Viber. Comme Skype, en fait. Exactement. Viber, c'est un peu Skype avec une meilleure voix, franchement, et en plus moderne et plus mobile. Donc ça, c'est la méthode que Viber fait déjà. Les autres méthodes, alors sûrement dans l'e-commerce, mais on n'y est pas encore, on ne sait pas encore comment. Et sinon, il y a tout ce qui est vente de petits émoticônes, etc., enfin de stickers, et le gaming. Line, une sorte de WhatsApp japonais, on va dire, mais qui n'est pas que japonais maintenant. Sauf faire de ma part, ils font 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre en vendant des stickers. Donc c'est des gros marchés en fait. Hein. On ne se rend pas compte, pas toujours. Qu'est-ce que Rakuten fait dans Pinterest? Vous avez pris une participation, je crois, hein, c'est ça? C'est notre question d'internaute. Alors c'était une participation, c'est pas industriel, donc on est minoritaire. La logique, c'était de dire que c'est le premier réseau social qu'on voit qui a un vrai impact sur l'achat, qui drive du trafic avec des vrais acheteurs dedans. En gros, Facebook, ça drive du trafic dehors, mais c'est quand même beaucoup un site de destination. On y va, puis on y fait des choses.
Twitter, ça renvoie un peu plus de monde, mais finalement, Twitter, c'est pas pour l'achat. Et Pinterest, au départ, c'est pas que pour de l'achat, mais finalement, les photos drivent pas mal d'acheteurs. Et donc, le trafic qui sort de Pinterest, il convertit très bien en achat. Donc, c'était intéressant pour Rakuten de voir ça et de comprendre ça de près. Et on les aide à se développer au Japon. Parce qu'on a l'impression, en effet, au vu des achats successifs qui s'empilent, qu'il n'y a pas vraiment une stratégie prédéfinie à 5 ans. Ce n'est pas un plan, un jardin à la française, hein, que c'est un peu un jardin à l'anglaise. Oui, clairement. Ou à la japonaise. Oui, à la japonaise, qui sont un peu, les jardins japonais, ils sont zen, mais il y a vraiment des petits trucs un peu partout. Comme mais c'est très, très léché, les jardins japonais. C'est magnifique d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense que la logique, c'est la vision, elle est claire. C'est vraiment devenir un leader des services Internet dans le monde. Donc ça, c'est l'ambition, ce n'est pas une stratégie, c'est une ambition. Et derrière, les moyens d'y arriver, on est obligé d'être opportuniste. Parce que l'Internet, ça bouge tellement vite. Viber, c'est une boîte qui a 3 ans. WhatsApp, ils en ont 4. On voit la valeur qu'on arrive à créer en seulement quelques années. Quand on a une vision long terme, on ne peut pas avoir une stratégie vraiment long terme. On peut avoir une vision long terme et puis après, il faut réagir à toute vitesse très régulièrement pour y arriver. Donc le fond quand même de la stratégie, c'est d'avoir le cœur, c'est l'e-commerce et donc d'aller dans les principaux pays du monde, avoir un gros acteur du e-commerce, une place de marché et de construire autour. C'est ça le fondement. Et votre centre de recherche et de développement, il est en pointe là-dessus pour vous permettre de nourrir une stratégie où il travaille sur des aspects beaucoup plus techniques? C'est très technique. C'est vraiment sur des outils pour l'e-commerce, essentiellement pour l'e-commerce, et donc des moteurs de recommandation. C'est très basé autour du search, du big data. D'accord. Mais ce que vous dites sur la stratégie, c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, et on le voit, finalement, les modèles qu'on croyait entre guillemets les plus purs, à savoir avec juste un métier, on voit bien qu'ils sont en train de faire plein de choses. Facebook, on pouvait dire, puis ils rachètent Instagram, ils rachètent WhatsApp. Amazon, ils vont dans le cloud, ils louent leurs services de logistique à leurs marchands. Enfin, on est tous en train d'aller dans plein de choses nouvelles. Parce qu'en fait, comme Google qui rachète des robots, qui envoie Google, oui, c'est le premier exemple que j'aurais dû citer. Et c'est opportuniste, mais à l'arrivée, c'est probablement moins opportuniste que ce que ça en a l'air. Et Google, ils ont fait des acquisitions, on ne savait pas pourquoi, puis maintenant on commence parfois à voir pourquoi, quelques années après. Est-ce que vous qui avez traversé la première bulle Internet, enfin la bulle Internet, hein, je dis la première, on n'espère pas qu'il y en ait une deuxième, quand vous voyez quand même Snapchat, par Snapchat, quand WhatsApp, 19 milliards, est-ce que là vous vous dites on a un problème ou pas? Et vous qui êtes investisseur aussi? Non, moi non, la bulle en 2000, le problème c'est qu'il n'y avait pas encore d'usage. Donc il n'y avait pas de business. Là aujourd'hui, il y a du business. Facebook, c'est un énorme business, hyper rentable, en énorme croissance. Et on voit bien que une des forces des sociétés web, c'est qu'elles arrivent à des situations de quasi-monopole. Et bien qu'ayant déjà ce quasi-monopole, elles ne sont pourtant pas arriver à maturité et à saturation de business model. Parce qu'autour de ces positions, elles peuvent inventer d'autres modèles, d'autres manières de gagner de l'argent. C'est ça que je trouve très intéressant. Google, finalement, leur modèle de base, le search, on savait déjà il y a 5 ans qu'ils avaient pris le marché. Mais ils arrivent à monétiser de plein d'autres manières, à lancer plein d'autres services. Android, c'est incroyable. Et donc, moi, personnellement, Facebook, je crois beaucoup dans cette boîte. Je pense qu'ils vont trouver plein d'autres manières de monétiser dont on n'a aucune idée encore pour le moment. Parce qu'ils ont sécuriser ce cœur, ce truc d'être le carnet d'adresse du web, social graph, mais on voit bien, et c'est pour répondre à votre question sur la valeur de WhatsApp, c'est défensif. Ils voient WhatsApp qui grossit vite, ils se disent, si un concurrent rachète ce truc-là, ça peut leur permettre d'aller nous gêner sur notre précaré. Donc le prix c'est 10% de leur valeur, ils valent à peu près 10 fois ça en bourse, Facebook. Ils font à peu près ils doivent pas être loin de 2 milliards maintenant de dollars, 1,5 je crois, de bénéfices par an. Bon, finalement, voilà, pour sécuriser 200, payer 20, c'est pas tant que ça, quoi.
Alors ça nous amène à vous en tant qu'individu, on l'a vu, un chef d'entreprise. Est-ce que c'est dur déjà de passer de fondateur d'une entreprise, d'être le maître à bord à salarié finalement, même si c'est un groupe plus ambitieux? Alors c'est pas dur, je sais pas, c'est pas anodin en tout cas. C'est sûr que quand on est fondateur, on est complètement autonome. Je suis quand même très autonome parce que l'Europe est loin du Japon, donc c'est quand même très agréable. Disons que dans le scénario « je vends mon entreprise », je pense que j'ai la chance d'être dans un des meilleurs parce que j'ai un groupe qui va bien, qui est très dynamique. Price Minister va très bien, on a 40% de croissance d'une année sur l'autre, donc on est un des bons élèves, voire parfois le bon élève du groupe, donc ça c'est une vraie chance. Après c'est vrai qu'il faut quand même faire un peu de reporting et ça c'est une nouveauté. Ouais. Donc, mais alors, pour poser la question différemment, vous êtes engagé à rester 5 ans, ouais. Ça fait 4 ans. Est-ce qu'à la 5e année, vous dites je vais rempiler ou est-ce que on se dit tiens, j'aurais envie de redevenir entrepreneur? On verra. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des earn-out, puisque c'était un contrat comme ça qui reste après une vente, en général c'est 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, c'est jamais 5. C'était à la japonaise là, hein, on est ouais, dans le long terme. Et donc on a accepté de jouer ce jeu-là et on est content de l'avoir fait, donc de le faire encore. Donc ça c'est bien. Après plus longtemps on verra, ça dépend des opportunités qu'il y a. Et puis après c'est un choix très personnel, c'est-à-dire que moi je me pose plein de questions sur est-ce que j'ai envie de monter une ONG, de faire de la musique, de recréer une boîte, je ne sais pas, donc d'investir. Oui, et puis il y a aussi un autre aspect qu'on connaît moins, c'est celui du profil d'investisseur. Vous avez 2 fonds, donc vous avez Eisai et Kernel. Est-ce que vous pouvez nous parler de Eisai qui a quand même une particularité? C'est un mot japonais aussi. Ouais. C'est par hasard, j'imagine. Oui, c'était par hasard. Mais qui a une touche française. Et Eisai, en fait, en japonais, ça veut dire exceptionnel, unique. Donc l'idée, c'était de trouver les pépites. Et Rakuten, optimisme. Ouais. D'après ce que j'ai vu là. Mais bon, en tant que humble étudiant en japonais, je me rends compte que souvent les kanji, donc les idéogrammes japonais, ont plein de sens et donc on choisit un peu celui qu'on veut. Donc voilà. Mais donc pour Eisai, on a choisi le côté un peu unique. Et ouais, alors en 2 mots, c'est un fonds on dit c'est le fonds des entrepreneurs du web. On a 70 investisseurs qui ont investi et puis quelques institutionnels à côté. On a un premier fonds de 35 millions d'euros qui investit en moyenne 1 million dans une société 4 fois par an, dans 4 sociétés par an, dans des boîtes qui démarrent. Et donc on a investi il y a 4 ans dans Blablacar, donc qui est un très très gros succès, donc qui fait du covoiturage bien sûr et qui est dans toute l'Europe maintenant. On a investi dans Evaneos par exemple, on a investi dans Shopmium, on a investi dans Instant Luxe. Bon, là, je m'arrête là parce que si j'en cite, si je cite presque tous, mais pas tous, voilà. Mais donc globalement ça se passe très bien, enfin ça se passe très très bien, on est très content. Et on est très content à la fois des boîtes dans lesquelles on a investi, on est très content aussi d'avoir, on pense en tout cas l'avoir fait, trouver une formule hybride entre des business angels et des fonds, puisqu'on est un fonds très structuré, agréé AMF, avec une équipe d'investissement à plein temps, etc., qui cumule pas mal de dizaines d'années d'expérience dans le secteur. Mais on est aussi ces 70 investisseurs qui mettent la main à la pâte pour aider les boîtes. Et donc à chaque fois qu'on investit, on met 2 entrepreneurs du web au bord des boîtes et on les aide vraiment. Et pour être au bord de 2 boîtes, donc Blablacar et Hospimedia, je vois je ne sais pas si on les aide beaucoup, j'espère. En tout cas, on se donne du mal, quoi. Et ils le reconnaissent et ça, c'est bien. C'est un modèle assez unique. L'investissement, parce qu'on dit souvent que il y a plein d'entrepreneurs en herbe, il y a plein de projets, plein d'envies, il manque des couches d'investissement. Qu'est-ce que vous observez? Parce que vous avez, encore une fois, un track record assez long et vous avez vu le paysage des 2 côtés de la barrière. Oui, bien sûr. Et puis, alors, on a le deuxième fonds Eisai qui investit plus tard dans les boîtes, en plus, sur des tickets de 2 à 10 millions d'euros. Donc, on voit vraiment tout le spectre. Moi, je vois d'abord qu'il n'y a jamais eu autant de créateurs d'entreprises en France. On a reçu donc 1500 dossiers l'année dernière, en 2013, chez Eisai. C'est vraiment beaucoup, dont beaucoup de très grande qualité. Donc, il y a vraiment un vrai vivier d'entrepreneurs qui n'ont pas été découragés par les histoires de pigeons, etc. Ils sont toujours là. C'est revenu à la normale, ça? Oui. Alors, il y en a qui sont partis. Mais bon, le gouvernement, de toute façon, a fait machine arrière et on se retrouve maintenant on est un des pays européens les plus taxés sur la création d'entreprises, mais on n'est pas complètement hors marché. Donc c'est pas ça le frein, c'est plus un problème. Surtout que normalement, on devrait voir un allègement des charges.
Oui, on verra. Mais C'est ce qui est annoncé. en tout cas, on a les entrepreneurs, on a les investisseurs early stage, puisqu'on a de plus en plus de business angels. Et on a les entrepreneurs du web qui ont gagné de l'argent depuis quelques années, qui réinvestissent massivement. Donc j'ai la chance d'en faire partie, mais il y a aussi le fonds Kima de Xavier Niel, il y a Marc Simoncini qui investit. Il y a un vrai écosystème à terreau qui commence à… Ouais, et ça c'est super. Après, ce qui manque, c'est la phase d'après. C'est quand on veut lever 5 à 10 millions d'euros. Et là, souvent, on doit partir à l'étranger. Et on a pas mal de boîtes dans lesquelles Isaïe a investi au premier tour, qui se font financer leur deuxième tour par des fonds étrangers. Ce qui n'est pas grave, hein. On est ravis d'ailleurs, on travaille bien avec eux, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir plus de fonds français à ce niveau-là. Allez, une dernière question parce que l'émission touche à sa fin. Personnelle également, si Nathalie Kosciusko-Morizet, donc votre sœur, gagne les élections à la mairie de Paris, est-ce que vous jouerez un rôle dans le développement des startups et du numérique au niveau de la capitale? Non, absolument pas. Je lui souhaite de gagner, je pense qu'elle gagnera. Mais non, je ne fais pas du tout de politique et donc… Quand elle me pose des questions, je suis ravi de lui donner mon avis et parfois elle l'écoute, parfois pas. Mais moi, Chacun sa carrière. Ouais, voilà, on ne peut pas tout faire. Et puis la politique, c'est pas mon truc. Puis elle le fait tellement bien, je ne voudrais pas l'ennuyer. Bon ben voilà, vous savez pour qui vote Pierre. Merci beaucoup Pierre de nous avoir rendu visite. Merci Robert pour ce partenariat avec la Tribune. Merci à vous tous pour vos questions, elles étaient nombreuses et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.